Sud Radio, les vraies voix qui font rouler la France. Frédéric Brindel. Les vraies voix qui font rouler la France, bienvenue avec Mobility TV. Et jusqu'à 20h, les vraies voix qui font rouler la France face à la presse ce soir. Stéphane Antiglio, notre invité exceptionnel, PDG du groupe PHE. Bonsoir à vous, monsieur Antiglio. Bienvenue sur Sud Radio. Ravi de vous accueillir. Alors voilà, nous sommes nombreux ce soir pour vous interroger, 3 personnes. Et je me mêlerai de temps en temps à la mêlée. Jean-Éric Raoul, rédacteur en chef de Autojournal et Sport Auto. Bonsoir à vous, Jean-Éric. Bonsoir. Bonsoir, Stanislas Grenapin, journaliste de l'émission Turbo sur M6. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Stanislas, un autre Stanislas à ne pas confondre. Stanislas Laroumé, surtout pas. Stanislas Laroumé, journaliste automobile indépendant, fondateur de Ma Voiture Idéale. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir messieurs, bonsoir à vous. Plusieurs thèmes que l'on va aborder avec vous et avec vous, Stéphane Antiglio. Tiens, juste avant, comment se porte le groupe PHE? Alors, vous connaissez le groupe PHE, puisque vous connaissez sûrement Oscaro, évidemment. C'est une des marques les plus connues du grand public, on peut le dire, hein, monsieur Antiglio. Voilà, c'est la marque certainement la plus connue du grand public, ouais. Oscaro. Ouais. Et puis, nous sommes connus également par la marque Autodistribution, qui était à l'origine de PHE. Et puis AD, les garages AD aussi, qui sont maintenant bien connus, puisqu'il y en a plus de 2100 en France. Exactement, on va en reparler. Alors messieurs, je vous laisse la parole. Tiens, juste avant, comment se porte le groupe PHE? Je crois plutôt bien. Bon, le groupe va bien, c'est un groupe qui se développe grâce à la passion et à l'engagement de ses collaborateurs au quotidien, parce que c'est un groupe de passionnés de l'automobile et de l'entretien automobile. Voilà. Donc on est présent en France, on est présent aussi en Italie, en Espagne et au Benelux. On continue à développer petit à petit nos implantations. Et on peut le dire, vous prévoyez de vous agrandir beaucoup. On prévoit de s'agrandir, on a des ambitions. Voilà, beaucoup de recrutements prévus pour 2022, 1500 recrutements prévus pour 2022. Voilà. Justement, cet agrandissement, Stanislas. Vous êtes présent donc, dans pas mal de pays, vous l'avez dit. Stanislas Laroumé. Mais vous, oui, Laroumé, pas grave. Oui, merci. Mais vous n'êtes pas présent en Allemagne et en Grande-Bretagne, qui sont quand même 2 gros acteurs majeurs du marché automobile européen. Est-ce que c'est prévu? Comment ça va se passer? On verra chaque chose en son temps. On a démarré, nous, par les pays du Sud, qui sont des pays de grande tradition automobile. Avant, vous me direz que l'Allemagne également. Voilà, et pourquoi pas un jour se développer également dans ces pays. Alors, j'aimerais pour commencer, évidemment, on parle beaucoup pouvoir d'achat en ce moment. On en a peu parlé pendant cette campagne présidentielle. On s'est plutôt focus sur l'immigration il y a quelques mois, mais ça vient sur la table. Le pouvoir d'achat, c'est ce qui préoccupe le plus les Français. Et vous proposez donc, vous, monsieur Antiglio, beaucoup de solutions pour le pouvoir d'achat des Français en termes de voitures. J'aimerais qu'on en parle via toutes vos entreprises. Tiens, Jean-Éric Raoul. Alors, moi, je vais parler de pouvoir d'achat, mais juste un petit point sur l'actualité. Vous avez, à la fois par vos e-commerce, vos plateformes e-commerce, mais aussi par votre réseau de garagistes, vous avez un contact direct avec les automobilistes et vous avez, je pense, des remontées directes. Est-ce que l'explosion du prix à la pompe a déjà un effet à la fois sur les kilomètres parcourus et aussi sur, éventuellement, le fait qu'on puisse repousser l'entretien, voire qu'on s'abstienne d'entretenir la voiture? Est-ce qu'on sent déjà des choses comme ça ou pas encore? Alors pour le moment, pas encore. Maintenant, l'explosion du prix à la pompe est un vrai problème pour les automobilistes. Ça, c'est indéniable. Hein, et avec une explosion spectaculaire, tout de même, en plus. Mais en tout cas, les professionnels qui travaillent dans votre groupe ou qui sont associés à votre groupe, ou même le chiffre d'affaires sur Oscaro du marché de pièces, ne reflètent pas une baisse de la circulation des kilomètres parcourus pour l'instant? Non, pour le moment non. On verra à l'avenir. En fait, nous, on est dans un métier où on fournit des pièces pour l'entretien des véhicules ou pour la réparation le cas échéant. Et donc les véhicules ont besoin d'être tout de même régulièrement entretenus. Il faut entretenir son capital mobilité. Donc c'est notre mission, c'est ce que nous faisons au quotidien. On définit souvent la mission du groupe d'ailleurs comme le fait de contribuer à une mobilité abordable et durable. Est-ce que vous attendez dans les mois qui viennent, puisqu'un de vos concurrents a jeté l'alarme la semaine dernière en disant qu'il s'attendait à un tsunami avant l'été sur les contrôles techniques, puisqu'avec la crise sanitaire, on a reporté nos contrôles techniques. Une voiture doit être contrôlée tous les 2 ans. On a reporté un petit peu tout ça et juste avant l'été, il risque d'avoir affluence. Est-ce que vous vous préparez à ça ? Alors, nous, indirectement, oui, et c'est plutôt les centres de contrôle technique qui doivent se préparer. Ils risquent certainement d'être très sollicités, puisqu'il y a eu effectivement un creux il y a 2 ans en cause le confinement.
Donc à eux de faire face. Nous après, s'il y a des besoins de pièces, parce que si suite au contrôle technique il y a une contre-visite, on sera là pour livrer les pièces et pour les fournir aux garagistes. Stanislas Laroumé. Alors toujours à propos du pouvoir d'achat, est-ce que vous envisagez de vendre des pièces détachées d'occasion ? Alors, nous vendons des pièces détachées neuves, donc d'origine ou équivalentes à l'origine, donc des pièces de qualité, neuves. Les pièces d'occasion, c'est un segment qui se développe. Après, la limite des pièces d'occasion, c'est en fait, les pièces sont-elles disponibles parce qu'il faut tout simplement qu'il y ait des voitures qui soient parties à la casse et il faut aussi que les pièces aient été démontées. Or, un des problèmes auxquels est confronté le marché de la pièce d'occasion, c'est que démonter une voiture coûte très cher. Donc c'est pas si économique que ça en amont. Alors donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on ne pourra pas acheter à l'avenir des pièces détachées d'occasion ? Le prix va pas baisser. C'est pas notre métier. C'est-à-dire que les pièces d'occasion sont fournies par des déconstructeurs, qui est une filière qui se professionnalise, qu'on appelait des casse auto auparavant. Nous n'avons pas de casse auto. Donc c'est un métier. En revanche, tous nos clients, nous le savons, ont des liens avec des déconstructeurs et sont capables de fournir, et c'est d'ailleurs la loi, s'il y a une demande, des pièces d'occasion aux consommateurs automobilistes qui le demandent. Allez, Stanislas Grenapin, et juste après je terminerai avec vous, et pour cette partie, Jean-Éric Raoul. Oui, toujours sur le pouvoir d'achat, on parle énormément des véhicules électriques. Comment vous adaptez vos métiers aux véhicules électriques ? Parce que ça change énormément, il y a beaucoup moins de mécanique qu'auparavant. Les voitures vont moins souvent se faire entretenir. Comment vous adaptez vos métiers, vos enseignes ? Alors d'abord, c'est une évolution très lente, puisqu'il y a encore très très peu. Je rappelle que le parc automobile français, c'est environ 40 millions de véhicules. Il y a aujourd'hui moins d'1 million de véhicules électriques ou hybrides électriques. Donc c'est une évolution extrêmement lente. Donc, et deuxièmement, nous fournissons essentiellement des pièces à des garagistes multimarques indépendants qui généralement interviennent après la période de garantie, après la première possession du véhicule. Donc pour le moment, nos clients voient très peu de véhicules électriques dans leur garage. Ça va venir. Et là, ça passe par beaucoup d'anticipation, de formation, notamment pour les garagistes et les mécaniciens. Ouais, donc patience. Jean-Éric Raoul. Alors, on va rester un tout petit peu juste encore sur la problématique du pouvoir d'achat et des pièces. La pièce de réemploi, j'ai compris qu'en effet, c'était pas pour l'instant une activité du groupe. Cela dit, dans une perspective écologique, c'est l'économie circulaire, comme on dit officiellement aujourd'hui, le réemploi, le recyclage, c'est quand même quelque chose qui a une dynamique. Et est-ce que vous n'envisagez pas, pour le coup, de devenir un prestataire unique, que ça soit pour de la pièce neuve ou pour de la pièce de réemploi, même si c'est un métier particulier ? Voilà, alors c'est un autre métier. Nous, clairement, on facilite la mise en relation de nos clients avec des fournisseurs de pièces de réemploi. Mais encore une fois, c'est un autre métier. C'est un métier qui a des limites aussi, parce qu'on ne va pas se mettre à démonter des voitures qui roulent pour fournir des pièces d'occasion, si vous voulez. Donc la limite de la pièce de réemploi, c'est tout de même le nombre de véhicules qui partent chaque année à la casse et sur lesquels on peut prélever des pièces et des organes. Sans vous mettre vous-même dans la déconstruction, mais pour le coup, dans un rôle de facilitateur, de plateforme, d'agrégation des pièces disponibles, pour le coup, il y a peut-être quelque chose à faire chez vous ? Ça, c'est une bonne idée. Bravo. Et ben voilà, on va terminer sur ce compliment. On va se retrouver dans quelques minutes avec Stéphane Antiglio, qui est notre invité exceptionnel ce soir, PDG du groupe PHE. Stéphane Antiglio face à la presse, face à Jean-Éric Raoul, Stanislas Grenapin et Stanislas Laroumé. On revient dans quelques minutes à peine. Restez avec nous, à tout de suite. Sud Radio, les vraies voix qui font rouler la France. Face à la presse avec Mobility TV. L'automobile et la mobilité, il en est question jusqu'à 20h, les vraies voix, comme chaque jeudi soir, les vraies voix qui font rouler la France. Alors ce soir, c'est un face à la presse. Stéphane Antiglio qui est avec nous, PDG du groupe PHE, face à Jean-Éric Raoul, rédacteur en chef d'Autojournal, de Sport Auto, face à Stanislas Grenapin, journaliste de l'émission Turbo sur M6, et puis Stanislas Laroumé, journaliste automobile indépendant, fondateur de Ma Voiture Idéale. Alors, on a parlé beaucoup de pouvoir d'achat, mais on va y revenir évidemment. On va se concentrer sur PHE, votre groupe, on l'a dit tout à l'heure, qui se porte plutôt bien. Vous prévoyez 1500 recrutements en 2022. Il y avait quelques petites questions sur le fonctionnement de votre groupe, Stanislas Laroumé. Oui, vous faites beaucoup de B2B et de B2C. Quelle est la répartition de votre chiffre d'affaires entre ces deux activités ?
On a à peu près 80% de notre activité qui est de fournir des pièces à des garagistes professionnels. Et puis on a 20% de notre activité où nous fournissons des pièces à des particuliers, ce qu'on appelle le do-it. Il y a des gens qui eux-mêmes réparent leur voiture ou qui se font aider par un copain, un ami, un oncle pour réparer leur voiture. Voilà. Jean-Éric Raoul. Alors, justement, dans ces activités de un ami, un oncle, moi ça m'est arrivé d'acheter aussi des pièces sur un site pour lequel, qui appartient au groupe PHE. J'ai lu que la rentabilité de ce site, qui est pourtant très connu et dont il nous semble que pour le coup le modèle il est compréhensible, sa rentabilité avait été compliquée à obtenir. Comment vous expliquez la difficulté à rendre rentable finalement ce qui est une plateforme de distribution de pièces qui semble pour le coup une sorte d'Amazon de la pièce automobile? Tout simplement parce que d'abord c'est un site qui est vraiment axé sur justement le côté très abordable des pièces. Voilà. Ensuite, envoyer des pièces coûte cher. Il faut tout de même payer le port. Ça coûte relativement cher. Et puis surtout, le commerce sur Internet est de plus en plus coûteux. Parce qu'en fait, il faut se battre en permanence, c'est-à-dire investir notamment pour apparaître, vous savez, sur les premières pages ou les premières lignes, sur les moteurs de recherche, notamment Google. C'est le référencement. Le référencement. Ce qu'on appelle le référencement. Ça coûte cher, le référencement. Voilà. Il y a du référencement dit gratuit, mais il y a surtout beaucoup de référencements payants. Mais alors justement, quand on est une enseigne comme Oscaro, parce qu'on va la citer, je veux dire, tout le monde connaît Oscaro si on fait un peu de mécanique chez soi, même quand on s'appelle Oscaro, on ne remonte pas automatiquement en tête de recherche. Ah ben non, parce qu'il faut l'alimenter régulièrement et donc financer régulièrement cela. Ce sont des investissements dits marketing, c'est une nouvelle forme de marketing, et il faut le faire en permanence. Et en plus, il faut effectivement continuer à entretenir la notoriété de la marque auprès des automobilistes. Donc on investit aussi sur des médias plus classiques, ce qu'on appelle offline, donc radio notamment, c'est au programme cette année, et TV. Il y a beaucoup de. On connaît que le grand public connaît bien Oscaro. Il y a eu beaucoup de pubs pour Oscaro. Aujourd'hui, vous n'avez pas envie dans une campagne de communication, de miser plus sur les autres marques de PHE plutôt que d'Oscaro? En fait, nous, ce qu'on observe, c'est qu'il y a différents types de consommateurs automobilistes. Il y a ceux qui cherchent à réparer eux-mêmes parce qu'ils en ont la capacité, parce qu'encore une fois, ils ont un ami qui peut les aider. Et puis, l'essentielle majorité des automobilistes fait confiance à un professionnel de la réparation. Et donc là, ils se tournent vers des garagistes professionnels. Souvent, comme je l'ai dit, après la première possession du véhicule, c'est-à-dire après 5 ans, ils vont vers des garagistes indépendants, multimarques. Nous, on a donc des marques qu'on propose aussi à ces garages, dont les garages AD, les fameux garages AD. Ce sont eux qui font un entretien abordable, de proximité pour les consommateurs. Stanislas Gonapin. Sur la santé du groupe, comment vous avez été impacté par la crise sanitaire que nous avons vécue et comment vous êtes impacté aujourd'hui par la crise internationale que nous vivons? Alors, le premier point d'abord, un point qui est fondamental pour nous. On a été déclaré secteur essentiel. Il y a eu un vrai débat au niveau ministériel en mars 2020. Et en fait, ils se sont grattés la tête quelques instants. Ils ont décrété que le secteur de l'entretien de la mobilité était essentiel. Parce que bien sûr, les gens ont continué à travailler. Il y a des infirmières qui devaient aller travailler, des médecins, etc. Et donc nous avons continué aussi à fournir des pièces, tout en ayant évidemment une chute d'activité énorme, puisque beaucoup de gens restaient chez eux. Donc on a eu un très gros impact. Mais ce qu'on a observé, c'est que la mobilité est indispensable à la vie des Français. C'est dès qu'il y a eu l'arrêt du confinement, les gens ont repris leur automobile pour vivre, tout simplement. C'est là où le thème de la mobilité apparaît aussi important et essentiel. Et c'est là où on peut regretter qu'il ne soit pas plus présent dans les débats politiques. Voilà. Est-ce que vous avez observé un rattrapage de tout le chiffre d'affaires perdu pendant le confinement après, ou est-ce que c'est perdu? Alors, pas totalement, parce qu'en fait, quand il y a des kilomètres non parcourus, il y a moins d'usure, et donc du coup, c'est en partie perdu, voilà. Donc en 2020, on a fait une année légèrement négative, et puis en 2021, là, on a quasiment observé un retour à la normale, et comme nous sommes un groupe qui cherche à se développer, on a en fait progressé. Encore une fois, avec un engagement extraordinaire de l'ensemble des collaboratrices et collaborateurs du groupe. Et sur la crise internationale, pardon? Sur la scène internationale, même observation.
Que ce soit en Italie, en Espagne par exemple, il y a eu des confinements, ça s'est arrêté, c'est reparti avec une vraie demande immédiate pour continuer à entretenir le capital mobilité de chacun. Avec le prix de l'essence qui flambe, il y a sûrement peut-être des Français, des automobilistes qui décident pour le moment de mettre leur voiture entre parenthèses, de prendre les transports. Vous le redoutez ça vous commencez peut-être déjà un peu à ressentir cet effet? Pour être franc, c'est trop tôt, je pense. On le redoute. Alors d'abord, ça serait trop tôt. Oui. Deux, on le redoute pas vraiment parce qu'en fait, la voiture est indispensable à la vie des Françaises et des Français. Voilà. Et on l'observe tous les jours, on le voit tous les jours. Donc pour tous ceux qui sont passionnés de l'automobile, et je suis avec des passionnés de l'auto, je pense que la voiture a encore de beaux jours devant elle. Ouais. Stanislas Laroumet. Oui, parce qu'on sait moins, vous êtes aussi un acteur majeur dans le poids lourd. Oui. Et alors, est-ce que cette activité est plus rentable ou moins rentable que celle du véhicule léger, l'automobile de tous les jours qu'on connaît? Alors, c'est une activité qui peut être tout à fait aussi rentable, mais c'est une activité qui est plus sensible, elle, aux crises économiques et aux impacts économiques. Parce qu'en fait, le poids lourd est plus lié à l'activité des transporteurs, ou l'activité aussi, on fournit beaucoup de pièces pour des engins de travaux publics, donc construction, route, etc. Donc l'activité est plus cyclique, comme on dit dans notre jargon, plus dépendante de la santé de l'économie. Donc là, en poids lourd, on a eu un gros coup en 2020. C'est remonté en 2021, pas encore au niveau initial, et on est relativement optimiste pour 2022, au bémol bien sûr de ce qui adviendra compte tenu du conflit actuel en Ukraine. Ouais. Stanislas Gonapin. Vous évoquiez le désir de rouler des Français. Les Français aiment leur voiture, mais parfois ils veulent rouler, mais en sont un petit peu contraints. Notamment, de plus en plus de villes interdisent leur centre-ville aux voitures. Dans quelques jours, à Lyon, Lyon passe en zone 30 sur quasiment toute la ville. Paris a quelques projets plus ou moins avancés qui font débat. Qu'en pensez-vous comment vous ressentez ça, vous, professionnels automobile? Vous avez besoin que nous roulions. Si on ne roule pas, ça va impacter sévèrement vos activités. Au-delà de l'impact sur nos activités, notre première préoccupation, c'est encore une fois l'impact sur la vie des Français. Voilà, donc nous, ce qu'on observe, c'est que les centres-villes plus ou moins interdits, la baisse de la vitesse, les places de parking supprimées, et puis bien sûr le thème des ZFE, je pense que c'est celui auquel les zones à faible émission, voilà, sont des vraies préoccupations pour les Français, parce que tout simplement ça peut les empêcher de vivre, ça peut les empêcher d'emmener leurs enfants faire du sport, ça peut les empêcher d'aller travailler. Alors je rappelle simplement le principe de la ZFE, on délimite une zone autour souvent d'un centre urbain, plus ou moins grande, et puis on dit, si vous avez un ancien véhicule, vous n'avez plus le droit de rentrer dans cette zone, alors par exemple entre 6h du matin et 8h du soir. Pour les gens qui viennent travailler, c'est tout de même très pratique, vous voyez. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est pour forcer en fait les automobilistes consommateurs à avoir des véhicules plus neufs. Or, ce qui est profondément injuste, c'est que je connais personne qui a le plaisir de rouler dans un véhicule de 15 ans si potentiellement il peut se payer un véhicule de neuf. Tout le monde rêve d'un véhicule neuf, mais pour autant, tout le monde n'en a pas les moyens. Donc, c'est socialement, en fait, une mesure profondément injuste qui pourra peut-être s'appliquer dans le temps. Une fois que le parc sera plus vert, une fois que le parc sera transformé vers des véhicules, évidemment, qui émettent moins de CO2. Mais on confond vitesse et précipitation en la matière. Alors, nous sensibilisons les politiques, au travers de la Fédération de la distribution automobile notamment. Nous avons énormément sensibilisé les candidats à la présidence de la République sur ce thème. Et nous espérons d'ailleurs que le thème de la mobilité en général aura plus de place dans le débat public, parce que souvent on parle de l'auto, et notamment de la production automobile, on parle des constructeurs, on parle peu de l'automobiliste et de l'usage de l'auto. Voilà. Juste, vous dites sensibiliser les candidats à la présidentielle. Comment vous les sensibilisez? Est-ce qu'ils vous répondent ou est-ce qu'ils vous ont répondu? Alors ils ont répondu, ils ont répondu parce qu'en fait, je crois qu'ils ont réalisé, on le voit de plus en plus, ils ont réalisé que c'était un thème sensible et que effectivement, imaginer de la vidéo-verbalisation pour tout propriétaire d'un véhicule diesel de plus de 11 ans qui se risquerait à rentrer à l'intérieur de la 86 par exemple, était profondément sensible et
potentiellement explosif au niveau social. Voilà, donc il y a une écoute, il y a une entente, hein. On a aussi des politiques raisonnables et responsables, tout, il faut le souhaiter. Et d'ailleurs, il y a déjà eu un premier report d'application de ces ZFE. Je pense qu'il faut simplement, encore une fois, faire les choses dans le bon timing, dans le bon rythme, et c'est tout simplement ce que nous demandons. Alors, et la proposition de la Cour des comptes, il y a quelques jours, invitant éventuellement la ville de Paris à installer un péage pour... là, on n'est plus dans la ZFE, là, on est plus dans le péage, comme on connaît sur les autoroutes, pour pouvoir rentrer ou naviguer dans Paris. Ça existe à Londres depuis une vingtaine d'années, ça existe dans certaines villes italiennes, dans certaines villes suédoises, en Norvège. À Londres, c'est un peu moins de 20 € pour se balader dans la journée en voiture dans le centre de la ville. Mais là encore, je pense qu'il faut que les politiques soient coordonnées. Je pense que ça peut avoir du sens un jour si on veut vraiment limiter la circulation dans des centres urbains. Je pense qu'il ne faut pas les voir de façon trop extensive non plus. Il ne faut pas que ça s'applique à la région parisienne. Pour le centre urbain, pour certains arrondissements de Paris, ça peut s'entendre, ça peut se comprendre. Après, là aussi, il faut que les moyens de transport public autres se développent. Donc, par exemple, je pense sincèrement que envisager des choses à partir du moment où le Grand Paris, le projet du Grand Paris, est effectivement opérationnel, est plus raisonnable que de le faire en avance de phase, parce qu'on ne propose pas de solution à ce moment-là, tout simplement aux gens pour se déplacer. Ouais. Jean-Éric Raoul, et pour finir cette partie, puis on a une troisième, Stanislas Laroumé. Allez-y, Jean-Éric. Je vais poursuivre quand même un tout petit peu sur ce sujet des ZFE-M, parce que en fait, ces zones à faible émission, mobilité, les autres ont le droit de continuer à polluer dans la cheminée partout. Le sujet pour Paris, pour la région parisienne, c'est quand même en amont l'installation de parking relais. Ça pourrait fonctionner très bien. Mais est-ce que vous avez vu des projets d'installation de parking relais pour que les gens qui effectivement arrivent en toute petite couronne laissent leur voiture et utilisent les transports publics ? C'est exactement ce que j'évoquais, c'est-à-dire la coordination des politiques, le fait d'avoir une vision globale et systémique. Et aujourd'hui, ça ne semble pas être le cas. Stanislas. Non, moi je voulais un peu revenir sur votre groupe, parce qu'il y a des marques dans votre groupe qu'on ne connaît pas forcément, que du grand public, et il y en a une que je trouve absolument formidable qui s'appelle ID Garage, oui, c'est ça. Vous avez bien dit. Oui, c'est ça, qui est un peu le principe de Doctolib pour sa voiture. Ouais. Et j'ai essayé, et franchement j'ai trouvé ça formidable. Merci. Alors pour que les auditeurs soient au courant de quoi je parle, eh bien c'est tout simplement, on demande une vidange dans son quartier, et le site vous donne plusieurs propositions avec différents tarifs et des devis. C'est pas assez connu. Qu'est-ce que vous avez comme solution pour que ce soit un petit peu plus connu ? Je viens de le faire, mais... Voilà. Déjà, ça a beaucoup aidé. Merci de ce retour. Et puis, tout simplement, nous investissons pour petit à petit que ce soit de plus en plus connu. Donc, c'est un site, ce site-là, plus le site aussi qui s'appelle ad.fr, ont généré 100 000 rendez-vous l'année dernière dans des garages. Alors, c'est pas énorme au regard du parc automobile, etc., mais c'est un bon début. Et on continue à investir pour qu'effectivement ce soit connu. Et le principe est tout à fait celui que vous avez décrit, c'est-à-dire que vous êtes automobiliste, vous cherchez un entretien près de chez vous ou près de votre travail pour votre véhicule, vous avez le droit de tout de suite avoir non seulement quel garage peut le faire, mais aussi avec les avis des clients, des vrais avis, j'insiste là-dessus. Et puis vous avez immédiatement le devis, donc vous pouvez comparer. Voilà, vous pouvez regarder tout simplement le devis qui vous convient, l'endroit qui vous convient, avec la qualité qui vous convient. Quand vous dites investir, c'est, on l'a dit tout à l'heure, campagne de communication et référencement. Voilà, référencement, campagne de communication, exactement. Voilà. Jean-Éric. Alors moi, ce que je trouve justement extraordinaire avec ID Garage, c'est que jusqu'à présent, le monde de la réparation automobile, c'est un monde un peu opaque, où globalement, le client craint toujours de se faire avoir, et quand on a un devis, il n'y a pas tellement de mise en concurrence. Donc, c'est en cela que pour moi, ID Garage, c'est vraiment quelque chose de très innovant, mais du coup, j'imagine que ça a dû être compliqué à mettre en place auprès des professionnels eux-mêmes. Ce sont quasiment 8 ans d'efforts, 8 années d'efforts pour le mettre en place. Voilà. Après, je voudrais insister sur un point. C'est-à-dire, nous, notamment, les clients que nous livrons, c'est-à-dire les garagistes multimarques indépendants, sont des gens qui sont proches de leurs clients. Donc il y a toujours une réticence, il y a toujours une crainte en disant oh là là, c'est un peu opaque. Puis c'est vrai que c'est complexe la réparation automobile, mais ce sont des gens profondément honnêtes. Donc ils ne vont pas surtaxer une opération.
Ils vont pas pousser à la consommation parce qu'ils ont envie que le consommateur revienne. Donc il y a une grande relation de confiance souvent qui s'établit entre le garagiste et ses clients. J'insiste là-dessus parce que franchement, c'est ce qu'on observe au quotidien. On va s'arrêter un court instant. Vous écoutez Les Vraies Voix qui font rouler la France et notre Face à la Presse. Ce soir, notre invité Stéphane Antiglio, PDG du groupe PHE. Face à la Presse, donc face à Jean-Éric Raoul, Stanislas Grenapin, Stanislas Laroumet. Ne bougez pas, on revient dans quelques petites minutes maintenant. À tout de suite. Sud Radio, les vraies voix qui font rouler la France. Face à la presse avec Mobility TV. Et jusqu'à 20h, les vraies voix qui font rouler la France, le Face à la Presse ce soir avec Stéphane Antiglio qui est avec nous, PDG du groupe PHE. PHE, c'est ID Garage, Oscaro, le réseau AD, Jean-Éric Raoul. Donc pour interroger monsieur Antiglio qui est avec nous, rédacteur en chef d'Autojournal de Sport Auto. Stanislas Grenapin est avec nous, journaliste de l'émission Turbo sur M6. Et puis un autre Stanislas Laroumet, journaliste automobile indépendant, fondateur de Ma Voiture Idéale. Alors, on va revenir sur une des marques de PHE qui plaît beaucoup à nos journalistes et je l'espère à vous qui nous écoutez. Si vous n'avez pas été encore faire un petit tour, allez sur ID Garage. Si vous possédez une voiture, vous allez voir, c'est assez facile, c'est assez intuitif, et puis vous allez voir, vous n'allez pas avoir l'impression de vous faire arnaquer par un garagiste, Stanislas Laroumet. Ah oui, alors moi j'ai fait. Vous avez découvert ça il y a quelques jours. Malheureusement, j'ai découvert parce que je pensais qu'il y avait plus de communication dessus et vous devriez en faire, mais vous avez dit que vous allez le faire. Donc oui, ce qui est très bien fait, c'est que j'ai demandé une vidange pour une voiture vraiment lambda et le prix allait du simple au double dans mon périmètre, vraiment entre 500 et 1 km de chez moi, enfin 500 mètres et 1 km de chez moi. Donc justement, quels sont les critères sur quels critères sont retenus les garagistes? Vous prenez les plus honnêtes, vous prenez c'est le mieux disant au niveau de la facture. Comment vous fonctionnez? Moi, je pars du principe que tous les garagistes sont honnêtes et ils font tous de très gros efforts et ils sont confrontés aux difficultés de pouvoir d'achat des Français. Ils font beaucoup d'efforts. Non, mais après, simplement, c'est un système à la fois simple et complexe. Donc nous, on a des énormes bases de données sur le coût des pièces, la réparation automobile, etc. Et chaque garagiste peut paramétrer en fait ce qui est son taux horaire, voilà, la marge qu'il souhaite effectuer sur l'opération, etc. Donc chacun est libre. Donc ID Garage, c'est tout simplement le reflet du marché local. Donc autour de chez vous, monsieur, voilà, pour votre vidange, c'était le reflet de ce que les garagistes étaient prêts à proposer. Donc c'est une totale transparence, une totale honnêteté. C'est des avis vérifiés. Et alors, si un garagiste ou un garage n'a pas de bon retour de la part des clients, s'il a moins d'étoiles que les autres, voilà, est-ce qu'il peut être exclu des garages? Il peut être exclu de l'application? En tous les cas, alors ça pourrait arriver, ça n'est jamais arrivé parce que ils sont extrêmement sensibles aux avis clients. Ah oui. Voilà, extrêmement sensibles, c'est leur réputation qui est en jeu. Donc ils font très attention. Et d'ailleurs, les notes et les taux de satisfaction sur les garages sont extrêmement élevés de ce fait. Un garagiste peut refuser d'être sur votre application? Oui, oui, parce que pour le moment, il y a encore, c'est ce qu'on appelle la digitalisation. Oui. Il y a encore des garagistes aujourd'hui qui disent « Oh là là, non, je ne veux peut-être pas m'afficher de cette façon, etc. » Mais pour autant, quand quelqu'un les appelle, ils vont eux s'embêter à faire un devis, ils vont le communiquer ou au téléphone ou renvoyer un mail. Là, on propose un système automatique qui finalement aussi leur fait gagner du temps à eux. Et leur temps, c'est de l'argent aussi pour eux. Excusez-moi, c'est le principe de Doctolib, c'est-à-dire que le garagiste paye pour être sur cette plateforme? Oui, le garagiste paye pour être sur la plateforme, mais en même temps, ça lui sert effectivement, c'est très utile pour lui déjà, puisqu'encore une fois, il économise. Moi, je connais des garagistes qui restaient dans leur bureau le soir, après avoir réparé la voiture, jusqu'à 11h du soir, pour répondre à des demandes de devis de la part d'automobilistes, vous voyez. Et là, c'est fait automatiquement. Ça va jusqu'à la prise en charge du rendez-vous, ID Garage, ou ça en reste simplement au choix Non, il y a la prise de rendez-vous, un rendez-vous ferme, voilà, prise de rendez-vous, et bien sûr, le rendez-vous est honoré, et le devis qui est indiqué est respecté. Il y a beaucoup de garagistes. Quel pourcentage de garagistes figurent? Plus de 4000 aujourd'hui. Plus de 4000 aujourd'hui. Ça représente quel pourcentage de garagistes qui y a en France? Pour le moment, à 20% des garagistes indépendants, et ça monte en puissance mois après mois. D'accord. Donc vous les démarchez?
Oui, tout à fait. Oui, bien sûr. Et quel pourcentage? Ça, ce qu'on a pas. On reste dans les chiffres. Bah oui, parce que c'est amusant quand même. C'est amusant. On veut savoir comment vous gagnez votre vie. Nous sommes, voilà. Comment gagnez-vous votre vie sur ces 2-3%, 0,5, 0,2, combien? Non, vous ne direz pas de toute façon. La commission, évidemment, vous ne direz pas. C'est confidentiel. L'intérêt, c'est que tout le monde y trouve son compte. C'est-à-dire à la fois le consommateur, la transparence, l'honnêteté, le choix. Le garagiste, parce que pour lui, c'est aussi des nouveaux consommateurs et des nouveaux clients. Et puis, bien sûr, l'opérateur qui, lui, doit investir lourdement pour mieux se faire connaître. J'ai bien reçu votre message, messieurs. Voilà. Juste, alors, pour finir, on va passer au tout électrique. En tout cas, c'est l'ambition d'ici une dizaine d'années. Comment vous voyez PHE dans une dizaine d'années avec le tout électrique qui devrait normalement arriver, en tout cas d'ici 10-15 ans? Oui, alors le tout électrique est programmé pour arriver progressivement. Oui. On ne sait pas à quelle vitesse, parce qu'il y a aussi un problème d'équipement en borne. Alors là, je voudrais aussi appuyer le discours des constructeurs. Les pouvoirs publics orientent maintenant l'industrie automobile vers le tout électrique. Les pouvoirs publics n'ont pas pris la mesure de la nécessité d'investissement énorme dans les infrastructures de bornes de recharge. Donc ça aussi, c'est un combat que nous menons. On n'est pas du tout contre l'électrique, on n'est pas du tout contre la transition énergétique, pas du tout. Mais en revanche, il faut là aussi éviter de mettre la charrue avant les bœufs. Et c'est bien de faire des voitures électriques, il faut avoir des bornes pour les recharger partout. Parce que je rappelle aussi que le temps de recharge, c'est pas 2 minutes comme un plein, c'est plusieurs dizaines de minutes, voire 1 heure, 1 heure et demie. Et donc, il faut prendre en compte ces éléments. Voilà, donc l'électrique arrivera, je pense que ça sera pris en compte progressivement. Le tout électrique, moi j'ai entendu notre ministre de l'économie et des finances qui a dit, avec le tout électrique, on va dans le mur. On le pense aussi, parce que l'électrique est très bien adapté aux trajets urbains ou interurbains. En revanche, pour les trajets longs, là aussi, faire Paris-Pau avec 2 arrêts de recharge, si vous avez 3 voitures, ou 3, effectivement. Si vous avez 3 voitures devant vous à chaque borne, avec 3 arrêts, ça fait 3 fois 3 heures, 9 heures d'attente. Si vous avez 2 enfants en bas âge, qui fait chaud le 31 juillet, vous allez avoir un problème. Vous allez avoir un problème avec votre conjoint, c'est certain. Ça fera les affaires des hôtels, parce qu'on devra dormir une nuit à l'hôtel. Il va falloir bâtir des hôtels à côté des bornes. C'est plus très rentable alors de rouler en électrique. Comment? S'il faut aller à l'hôtel, c'est plus très rentable. C'est ça. Là, ça deviendrait moins rentable. Oui. Jean-Éric Raoul. Alors moi, je vais parler un tout petit peu d'un débat sur la numérisation, puisque vous faites beaucoup ça, la numérisation, et le désengagement du physique, et le désengagement des constructeurs des points de vente physiques. Oui. Est-ce que vous qui êtes à la tête de réseaux indépendants, vous pensez avoir une carte à jouer dans l'avenir sur justement le fait que les grands constructeurs se dégagent de leur réseau parce que ça leur coûte trop cher globalement, mais du coup, est-ce qu'il y a des opportunités à saisir de la part des indépendants sur des nouveaux intervenants, sur des constructeurs chinois, sur Fisker, sur... Tout à fait. Tout à fait. En fait, encore une fois, les garagistes multimarques indépendants, ils offrent cette proximité qui est demandée par l'automobiliste. On ne va pas faire une demi-heure de route pour aller faire sa révision. On la veut comme vous, monsieur, 500 mètres ou 1 kilomètre de chez soi. Voilà. Donc, il y a une vraie demande de densité, de proximité de garage. Et les réparateurs multimarques indépendants ont donc une opportunité, effectivement, devant les réseaux constructeurs qui, eux, petit à petit, se réduisent comme peau de chagrin. Mais alors, pour poursuivre là-dessus, pendant un certain temps, le client, notamment l'acheteur d'une voiture neuve, en tout cas pendant les 5 premières années, comme vous le disiez tout à l'heure, il était attaché à faire entretenir son véhicule chez le constructeur parce que c'était, une garantie de compétence sur les technologies nouvelles, et 2, ça assurait la garantie et ça valorisait sa voiture. Est-ce que vous sentez que ça, c'est en train aussi de disparaître aujourd'hui, que finalement, l'acheteur de la voiture, on ne parle pas des flottes parce que c'est encore un autre système de gestion, mais l'acheteur individuel de la voiture, s'il n'est pas coincé par un leasing, finalement, il accepte d'aller chez un indépendant. Oui, d'abord, il faut aussi que tout automobiliste sache que la garantie constructeur, elle est préservée même si vous faites, durant les premières années, l'entretien chez un garagiste multimarque indépendant. Donc ça, c'est un point important. Nous fournissons à ces garagistes l'ensemble des éléments qui précisent comment doit être effectué l'entretien, quels sont les points de vérification. C'est fait de façon extrêmement professionnelle. Donc moi, je crois petit à petit qu'effectivement,
la réparation multimarque indépendante va prendre le pas sur la réparation dite de constructeurs ou de réseau constructeurs. Allez, une dernière petite question et une réponse très courte de Monsieur Antiglio. Très courte, parce que la question est très courte. En fait, par l'intermédiaire d'AD ou Staff Auto, vous êtes un peu considéré maintenant comme le petit garage du coin moderne, c'est ça ? Oui, enfin j'espère. Alors je rappelle, c'est pas nous, ce sont des clients indépendants, mais ils ont votre panneau. Voilà, ils font partie de communautés que nous animons, que nous poussons, que nous aidons à développer. Voilà, et j'espère effectivement qu'ils sont de plus en plus vus comme ce qu'on appellerait des agents de marque, multimarques indépendants. Merci à vous Stéphane Antiglio, PDG du groupe PHE Autodistribution, le réseau ADI des garages et Oscaro que vous connaissez. C'était le Face à la presse donc de Stéphane Antiglio, interrogé par Jean-Éric Raoult, le rédacteur en chef d'Autojournal, de Sport Auto. Stanislas Grenapin, journaliste de l'émission Turbo sur M6. Dominique Lagache sera demain. Dominique Chapat, pardon. Voilà, chez Valérie Expert, demain, avec Gilles Gansman, entre 10h et 10h30 pour l'émission Média. Exactement, les 35 ans d'M6. Non, et d'M6 et de Turbo. Voilà, Stanislas Laroumé, journaliste automobile indépendant et fondateur de Ma Voiture Idéale. Dans quelques instants, c'est le Loft Music. À tout de suite.